I think it's great. No, I think it's great. 5 mots. 5 mots prononcés par le président des États-Unis quand on lui demande si la chute du dollar l'inquiète. On est le 27 janvier 2026. Le billet vert vient de vivre sa pire année depuis 2017. Moins 10%. Le DXY, l'indice qui mesure la force du dollar face aux autres devises, touche les 96. Son plus bas niveau en 4 ans. Et Trump sourit. Il ajoute même devant les caméras I could have it go up or go down like a yo-yo. Le président de la première puissance mondiale compare sa monnaie à un jouet pour enfants qu'il peut faire monter ou descendre à sa guise. Et il s'en vante. Et pendant ce temps, personne ne panique. Pas de une dans les journaux, pas de cellule de crise, pas de réunion d'urgence du G7 ou de discussion avec la Fed et le Trésor. Le monde regarde le dollar s'effondrer et hausse les épaules. C'est étrange, non ? Quand une devise majeure perd 10% en 12 mois, normalement ça fait du bruit. Là, c'est le silence. Et puis, il y a Bitcoin. Le fameux or numérique, celui qui devait exploser quand le dollar s'effondrerait, celui qui devait servir de refuge quand les monnaies fiat partiraient en fumée. On vous l'a répété pendant des années, dollar faible, Bitcoin fort, c'était écrit. L'or, lui, a compris le script, plus 100% en un an. Près de 5600 $ l'once, des records historiques pulvérisés chaque semaine. Bitcoin, moins 52% depuis son sommet d'octobre, de 126 000 à 60 000 $. Le plus violent drawdown depuis le bear market 2022. Le digital gold regarde l'or véritable s'envoler et reste cloué au sol. Alors, soit le marché a perdu la tête, soit on nous vend un narratif qui ne tient plus debout. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer pourquoi Trump veut un dollar faible et pourquoi ça ne choque plus personne. Pourquoi la corrélation dollar-bitcoin qu'on vous répète depuis des années est en train de se briser. Et surtout ce qui a vraiment changé entre la crypto et la finance traditionnelle parce que les frontières se sont brouillées et les vieilles règles ne fonctionnent plus. Si vous attendez que le dollar s'effondre pour voir Bitcoin exploser, vous risquez d'attendre longtemps. Commençons par les faits. Le DXY a clôturé 2025 à 98,28. En janvier de la même année, il était à 110. Faites le calcul, moins 10% en 12 mois. C'est la pire performance du billet vert depuis 2017. Et en ce moment, début 2026, on flirte avec les 96, du jamais vu depuis 4 ans. Face à l'euro, le dollar a perdu 14%, face à la livre sterling, 11%. Même le yen japonais qu'on donnait mort il y a 2 ans et qui a passé la majorité de l'année à chuter, a récemment repris des couleurs. Partout dans le monde, le billet vert recule. Et la réaction de Washington ? Rien. Mieux que rien. De la satisfaction. Quand Trump déclare « No, I think it's great », ce n'est pas une gaffe. C'est une politique. Il ajoute que le dollar devrait « seek its own level », trouver son propre niveau. Autrement dit, laissez-le couler, on verra bien où il atterrit. Pourquoi un président voudrait-il sciemment affaiblir sa propre monnaie ? La réponse tient en 2 mots. Dette et exportation. Un dollar faible rend les produits américains moins chers à l'étranger, les entreprises exportatrices vendent plus, l'industrie manufacturière respire. Pour Trump, obsédé par le déficit commercial avec la Chine, c'est du pain béni. Mais il y a l'autre face de la pièce. Les États-Unis sont endettés à hauteur de 38 000 milliards de dollars. 38 000 milliards. Un dollar qui perd de la valeur, c'est une dette qui pèse moins lourd en termes réels. C'est rembourser ses créanciers avec de la monnaie dévaluée. C'est de l'inflation déguisée en politique économique. Et les marchés ? Ils ont compris le message. Goldman Sachs anticipe un euro à 1,24$ d'ici fin 2026. JP Morgan parle de poursuite de la baisse avant une éventuelle stabilisation. Morgan Stanley vise un DXY à 94 au milieu de l'année. Toutes les grandes banques d'investissement pointent dans la même direction, le dollar va continuer à s'affaiblir. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une crise, c'est une stratégie assumée au plus haut niveau. Pour ceux qui détiennent des dollars, c'est une forme de taxation invisible. Chaque mois qui passe, votre pouvoir d'achat s'érode. Pas à cause d'une catastrophe, à cause d'une décision politique délibérée. Voilà pourquoi personne ne panique, tout le monde le sait, les institutionnels le savent, les banques centrales le savent, les traders le savent. Le dollar baisse parce qu'on veut qu'il baisse. Et dans ce contexte, l'or fait exactement ce qu'on attend de lui, il explose. Les banques centrales du monde entier accumulent. Selon le World Gold Council, la Chine, l'Inde et la Russie achètent à plus de 1000 tonnes par an. Elles se détournent du dollar et stockent le seul actif qui n'est la dette de personne. L'or à 5600 $, ce n'est pas une anomalie, c'est la conséquence logique d'un dollar qu'on laisse sciemment perdre de sa valeur. Mais alors, si le script est aussi clair, pourquoi Bitcoin ne le suit-il pas ? Pourquoi le digital gold reste-t-il au sol pendant que l'or véritable pulvérise des records ? Pour comprendre cela, il faut retourner en arrière. 2024 est une bonne année, 2025 également, au moins jusqu'en octobre. Premier président pro-crypto, le Genius Act, les flux ETF qui explosent, tout y est. Et un sommet historique à 126 000 $. L'euphorie est totale. Mais quelques semaines plus tard, tout bascule. Le 31 janvier, Trump annonce la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed.
perçu comme hawkish, anti-impression monétaire. Le dollar remonte et le week-end suivant, c'est le carnage. Bitcoin passe de 85 000 à 75 000 en 48 heures. L'argent métal s'effondre de 40%. Le CME avait relevé ses marges 5 fois en une semaine. Chaque hausse forçait des positions à se liquider. Et comme les marchés traditionnels étaient fermés le week-end, c'est Bitcoin qui a servi de guichet automatique. Les traders vendaient leur Bitcoin pour couvrir leurs pertes sur les métaux. Puis début février, nouvelle vague. Bitcoin s'effondre jusqu'à 60 000 $ en moins d'une semaine. Pendant ce temps, l'or ne s'arrête plus. 5 600 $ l'once, plus 100% en un an. Des records historiques battus pratiquement chaque semaine. Deux actifs censés réagir de la même manière à la faiblesse du dollar, l'un explose, bien que sa correction ait été violente, l'autre s'effondre. Le paradoxe est total. Alors, que s'est-il passé ? La réponse est simple. Bitcoin ne s'est pas comporté comme le refuge qu'on aime lui imaginer. On nous a vendu le digital gold pendant des années, mais les données racontent une autre histoire. Selon les données du marché, la corrélation entre Bitcoin et le SP500 s'établit autour de 0,70 sur les 12 derniers mois. Autrement dit, quand les actions américaines montent, Bitcoin monte. Quand elles baissent, Bitcoin baisse. Les desks institutionnels ne classent pas Bitcoin avec l'or. Ils le classent avec les valeurs tech volatiles, avec le Nasdaq, avec les actions de croissance. Quand le marché panique, on ne se réfugie pas dans Bitcoin, on le vend pour couvrir ses pertes ailleurs. C'est ce qui semble s'être passé fin janvier et début février. Bitcoin n'était probablement pas la cible, il était le dommage collatéral. Autre facteur, l'or a 6000 ans d'histoire derrière lui. Bitcoin en a 16. Pour un gestionnaire de fonds souverains, pour un trésorier de banque centrale, le choix est vite fait. L'or affiche une volatilité historiquement 3 à 4 fois inférieure à celle de Bitcoin. Il existe des marchés physiques, des coffres, des procédures établies depuis des siècles. Bitcoin reste un pari asymétrique, un actif spéculatif à haut potentiel, pas une réserve de valeur institutionnelle. Pas encore. Résultat, pendant que l'or absorbait les flux en tant que pari contre la dévaluation monétaire, Bitcoin servait de variable d'ajustement. Quand les appels de marge arrivent, on vend ce qui est liquide et volatile, et Bitcoin coche les deux cases. Le digital gold est un narratif puissant. Il fait rêver des millions de personnes. Mais les narratifs seuls ne font pas les prix. Les flux font les prix. Les décisions macro aussi. Et fin 2025, les flux sont allés ailleurs. La corrélation inverse entre le dollar et Bitcoin qu'on vous répète depuis des années, elle n'a rien de régulier. Au dernier trimestre 2024, pendant la campagne présidentielle donnant Donald Trump gagnant et jusqu'à son investiture, les deux prix évoluaient en tandem positif. Une fois les droits de douane retirés, Bitcoin a explosé, mais le dollar a continué sa chute. C'est une tendance qui se maintiendra jusqu'à la fin de 2025. 6 mois de corrélation positive, 6 mois de corrélation inversée. Difficile de faire confiance à cette métrique. N'hésitez pas à rejoindre notre newsletter gratuite. On dissèque ce genre de changement macroéconomique et ses implications pour le marché crypto chaque semaine. Le lien est en description. Alors, si le dollar ne drive pas Bitcoin, que l'or lui vole son statut de réserve anti-système et que les narratifs habituels ne suffisent plus, qu'est-ce qui le drive vraiment ? La réponse va peut-être vous surprendre, parce qu'elle remet en question tout ce qu'on vous a raconté sur la séparation entre crypto et finances traditionnelles. Lynn Alden est l'une des analystes macro les plus respectées de l'écosystème. Son constat est sans appel. Selon ses recherches, Bitcoin suit la direction de la liquidité mondiale 83% du temps sur une période de 12 mois. Plus que tout autre actif, pas le dollar, la liquidité. Le M2, c'est la masse monétaire élargie. Quand les banques centrales impriment, quand le crédit s'expande, quand la liquidité inonde le système, Bitcoin monte. Quand elle resserre, Bitcoin souffre. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que 2025 pose problème. Le dollar s'est affaibli, oui, mais la Fed n'a pas ouvert les vannes. Elle a baissé ses taux 3 fois pour atterrir à 3,5%, 3,75%. Mais sa posture reste restrictive comparée à l'ère des taux zéro. Le bilan de la Fed ne s'est pas gonflé, la liquidité mondiale n'a pas explosé, et surtout, elle n'a pas particulièrement circulé. Un dollar faible sans expansion monétaire, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Voilà pourquoi l'or monte et Bitcoin stagne. L'or n'a pas besoin de liquidité pour jouer son rôle de refuge, Bitcoin, si. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond qui a changé ces 2 dernières années. Quelque chose que les vieux Bitcoiners n'avaient pas vu venir, les ETF. En janvier 2024, la SEC a approuvé les premiers ETF Bitcoin Spot. En un an, ces fonds ont absorbé près de 12% de l'offre totale de Bitcoin. 12%, c'est colossal. Et qui détient ces ETF ? Les mêmes institutions qui tradent le Nasdaq, les mêmes fonds qui gèrent des portefeuilles actions, les mêmes desks qui achètent et vendent Apple, Nvidia, Tesla. Bitcoin est entré dans la finance traditionnelle, et la finance traditionnelle l'a avalé. Les mêmes algorithmes qui arbitrent le SP500 arbitrent maintenant leur ligne Bitcoin. Les mêmes risques managers qui réduisent l'exposition tech quand la volatilité monte réduisent l'exposition crypto. Les mêmes appels de marge qui forcent la vente d'actions forcent la vente de Bitcoin. La corrélation de Bitcoin avec les actions tech n'est pas un hasard, c'est le résultat direct de l'institutionnalisation. Bitcoin n'est plus un actif parallèle. Il est devenu une ligne dans un portefeuille multi-actif. Et quand le portefeuille doit se déleverager, tout se vend.
Action tech, crypto, même combat. C'est ce qui semble s'être produit fin janvier. Les hausses de marge sur l'argent ont déclenché des liquidations à cascade. Les liquidations ont forcé des ventes sur tous les actifs liquides. Bitcoin, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été le premier à trinquer. Le week-end, quand les marchés actions sont fermés, Bitcoin devient le guichet automatique de la finance mondiale exposé au Bitcoin. Le premium négatif de Coinbase pendant ces journées illustre bien l'afflux vendeur sur l'échange américain, principalement utilisé par les institutions. C'est brutal, mais c'est la nouvelle réalité. Les frontières entre crypto et TradFi n'existent plus. Les mêmes acteurs, les mêmes mécanismes, les mêmes corrélations. Le Bitcoin décorrélé du système, l'actif anti-establishment, le refuge des libertariens contre la finance traditionnelle, c'était peut-être vrai en 2017. En 2026, cette caractéristique semble au moins temporairement éclipsée par l'intégration au marché traditionnel. Bitcoin a gagné en légitimité, il a gagné en adoption, il a gagné en capitalisation, mais il a perdu une partie de son indépendance comportementale à court terme. C'est le prix de l'institutionnalisation. Mais est-ce définitif ? Pas forcément. L'institutionnalisation pourrait n'être qu'une phase transitoire. Quand les actions tech sont entrées dans les portefeuilles institutionnels dans les années 90, elles ont d'abord suivi les indices avant de développer leur propre dynamique. Bitcoin pourrait suivre un chemin similaire. Et surtout, les caractéristiques fondamentales de Bitcoin n'ont pas changé. L'offre reste fixée à 21 millions, le réseau reste décentralisé, l'impossibilité de confiscation demeure. L'institutionnalisation modifie qui détient Bitcoin et comment il se comporte à court terme. Elle ne modifie pas ce qu'est Bitcoin. La corrélation actuelle avec les tech stocks pourrait aussi refléter davantage le profil des investisseurs actuels que la nature intrinsèque de l'actif. À mesure que la base d'investisseurs se diversifie, cette dynamique pourrait évoluer. En matière de marché, rien n'est jamais définitif. Résumons. Le dollar perd 10% en un an et Trump s'en réjouit. L'or pulvérise les records, Bitcoin s'écrase. Moins 52% depuis le sommet. Le narratif du digital gold qui profite mécaniquement de la faiblesse du dollar était séduisant. Mais les données racontent une autre histoire. La corrélation DXY Bitcoin n'a rien de fiable. 6 mois dans un sens, 6 mois dans l'autre. Ce qui drive vraiment Bitcoin, c'est la liquidité mondiale, le M2. Et depuis que les ETF ont fait entrer Bitcoin dans la finance traditionnelle, c'est aussi la corrélation avec les marchés actions. Bitcoin est devenu une ligne de portefeuille comme une autre. Du moins pour l'instant. Alors, est-ce que ça veut dire que la thèse Bitcoin est morte ? Non. Ça veut dire qu'elle a évolué. Le Bitcoin de 2017, l'actif punk qui crachait à la figure du système financier, s'est transformé. Celui de 2026 est différent, plus mature, plus intégré, plus corrélé. Mais ses fondamentaux n'ont pas changé. 21 millions d'unités, pas une de plus. Un réseau décentralisé que personne ne contrôle, un actif que personne ne peut vous confisquer. Ces caractéristiques-là survivront à n'importe quelle corrélation temporaire. Et paradoxalement, l'institutionnalisation pourrait rendre Bitcoin plus solide à long terme. Les mêmes institutions qui le font plonger aujourd'hui sont celles qui le feront remonter demain. Quand la Fed finira par pivoter, quand le M2 repartira à la hausse, quand la liquidité circulera à nouveau, ce jour-là, Bitcoin ne sera pas un refuge contre le système. Il sera le multiplicateur du système. L'actif le plus sensible à l'expansion monétaire. Celui qui capte les flux les plus agressifs quand les vannes s'ouvrent. C'est moins romantique que le narratif libertarien, mais c'est probablement plus proche de la réalité actuelle des marchés. Enfin, du moins pour le moment. L'histoire des actifs financiers nous enseigne une chose. Les corrélations changent, les cycles tournent et les convictions qui semblent définitives ne le sont jamais. Et en attendant ce pivot, la leçon est simple. Ne tradez pas le dollar, tradez la liquidité. Ne regardez pas le DXY, regardez le bilan de la Fed et ne jetez pas vos convictions de long terme à cause d'une corrélation de court terme. Le monde a changé, Bitcoin aussi, mais l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait peut-être que commencer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter. Cela nous aide énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.